Ma famille est allée en Suisse, juste nous, les plus proches, selon le poste de ma mère. Je n'étais pas invité, mais mon porte-document de voyage, lui, l'était. Mon relevé montrait 6 billets, des hôtels 4 étoiles et des locations de ski. Puis mon frère m'a envoyé un texto par accident. Il est trop bête pour s'en rendre compte. J'ai répondu, il vient de le faire. J'ai annulé toutes les transactions et signalé leurs identifiants sur la plateforme de réservation. À 6h03 du matin, mon téléphone a vibré 22 fois. Quand ma mère a posté cette photo avec la légende, j'ai pensé que c'était une photo souvenir d'un voyage passé que j'avais manqué. Mais quelque chose dans l'éclairage et les vêtements avait l'air récent. J'ai zoomé. Mon frère James portait le sweat à capuche que je lui avais offert à Noël dernier. La neige avait l'air fraîche. Mon père portait son parka rouge, toujours aussi criard. J'ai compris que ce n'était pas une photo souvenir. J'ai parcouru les commentaires. Un ami de la famille a demandé si les Alpes étaient aussi belles qu'elles en avaient l'air. Une autre cousine a dit « Waouh, la Suisse, vous vivez un rêve ». Et puis j'ai vu ma tante commenter « Surprise qu'Oscar ne soit pas avec vous ». Personne n'a répondu. La dernière fois que je les ai vus, c'était 3 semaines plus tôt, lorsque j'ai proposé un voyage en famille dans l'Oregon, quelque chose de simple, un week-end dans une cabane, des sources chaudes, de la randonnée. Mes parents avaient l'air mal à l'aise. Maman a dit que l'argent était rare et James a marmonné quelque chose à propos d'examen. J'ai payé le déjeuner ce jour-là. Je paie toujours ces derniers temps. Quelques jours plus tard, mon père a appelé et m'a demandé si je pouvais laisser la carte de crédit d'urgence active au cas où. J'ai dit, bien sûr. Je leur faisais confiance. Ce n'est pas comme s'ils avaient déjà fait quelque chose de louche, mais maintenant je regardais une photo de Zermatt avec 2 personnes que je n'avais pas reconnues au début. Puis j'ai réalisé que c'étaient les amis de mes parents, Steve et Donna. Ils sont du genre à faire passer de l'alcool en contrebande dans les mariages et à se disputer sur le karaoké lors des événements familiaux. Ils ne font pas partie de la famille. Ni la petite amie de James, qui était à l'arrière-plan d'une autre photo, tirant la langue sur un télésiège. J'ai ouvert mon application bancaire, sans même savoir à quoi m'attendre. 6 billets d'avion de l'aéroport de San Francisco à Zurich. Plus de 8 700 $ de frais, le tout en 2 jours. Des hôtels 4 étoiles à Interlaken, des trajets en train, des locations de ski, des réservations de funiculaires, même un putain de tour en montgolfière. Tout sur ma carte d'urgence. Cette carte avait une limite de 9 000 $. Ils l'ont utilisée au maximum. Je suis resté assis là, pas encore en colère, juste stupéfait, jusqu'à ce que le message de James arrive. Il était censé l'envoyer à quelqu'un d'autre. Il est trop bête pour s'en rendre compte. Lol. Je l'ai regardé pendant peut-être une minute entière avant de répondre, il vient de le faire. Puis j'ai passé les 2 heures suivantes au téléphone. J'ai annulé toutes les transactions que j'ai pu. J'ai signalé leurs identifiants sur la plateforme de réservation. Ils utilisaient mon compte de porte-documents de voyage. J'avais tous les numéros de passeport, les photos et les reçus de billets juste là. J'ai même envoyé un avis de fraude à la station de ski avec une copie de ma pièce d'identité. Les annulations ont commencé à pleuvoir. J'ai appelé la banque, je leur ai dit que la carte avait été volée par quelqu'un que je connaissais. Je ne mentais pas. Quand j'ai eu fini, j'avais une responsabilité de 0 $ et 5 comptes gelés. Leurs réservations d'hôtels ont été annulées. Les forfaits de ski disparus. La location de camionnette annulée. Même la réservation de dîner dans ce restaurant tournant au sommet de la montagne a disparu. Puis, à 6h03 du matin, mon téléphone a commencé à vibrer 22 fois. Je n'ai pas répondu. Pas aux 3 premiers appels de maman. Pas aux 5 de James. Pas à celui du numéro jetable de Steve. Pas à ceux de papa. Mais quand papa a rappelé à 7h41, j'ai répondu, « Fiston, on a besoin de 4 200 $ pour rentrer à San Francisco. Tu peux juste nous aider pour l'instant ?» Non. Il y a eu un silence. J'ai dit, « J'espère que vous profiterez du reste de votre séjour là-bas. Vous aurez beaucoup d'explications à donner à votre retour. Les ennuis vous attendent déjà. » Puis j'ai raccroché. Qu'ils le sentent. Ils seront de retour dans 2 jours. James a son propre argent. Il peut payer pour une fois. Je n'ai pas fini. Pas même proche. Ils ont atterri à San Francisco tôt jeudi matin. Je n'avais même pas besoin de suivi de vol.
J'ai eu les nouvelles de Madame Langlais. Elle habite en face de chez mes parents, toujours à regarder par sa fenêtre comme une caméra de surveillance humaine. Son message est arrivé à 6h12 du matin. Ils sont de retour. Les valises ont l'air démolies. Ton père boite. Personne n'a souri. Je pensais que tu devrais savoir. J'étais déjà habillé. Je me suis présenté à 6h41. Donna hurlait dans son téléphone, faisant les 100 pas pieds nus sur l'allée. Steve avait l'air d'avoir reçu un coup de poing en pleine gueule de bois. Mon frère James traînait une Samsonite défoncée dans les escaliers pendant que sa petite amie était assise dessus, trop fatiguée ou trop privilégiée pour lever le petit doigt. Mes parents se tenaient près de la porte comme s'ils attendaient d'être condamnés. Je n'ai même pas pris la peine de dire bonjour. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai marché jusqu'à eux et je suis allé droit au but. Vous me devez $4100. Frais non remboursables. Vous avez 3 jours. Maman a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas l'anglais. Mon père a essayé de parler, mais s'est arrêté quand j'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier intitulé « Documents de fraude », des captures d'écran de toutes les transactions. Date, heure, leur nom, leur visage sur les registres d'enregistrement des hôtels, les scans de passeport, même leur itinéraire de ski, tout a été tiré de mon porte-documents de voyage. Ils ont vraiment tout utilisé. Mes documents sauvegardés, mes mots de passe stockés, ma ligne de crédit d'urgence. Ils ont parcouru toute ma vie numérique et ont réservé des vacances de luxe en Europe, puis ont eu le culot de les poster comme s'ils avaient gagné un concours. James s'est avancé. C'est de la folie. Tu exagères complètement. Je me suis tourné vers lui. Vous m'avez exclu, vous m'avez menti en face, vous avez pris mon argent, puis vous m'avez traité de stupide dans un texto destiné à quelqu'un d'autre. Il a ricané. C'était censé être un voyage pour les gens qui savent vraiment comment se détendre. Tu n'aurais pas trouvé ta place. Ouais, j'ai compris ça grâce au post Instagram. Juste nous, les proches. Sa petite amie a murmuré quelque chose entre ses dents. Je n'ai pas compris et je m'en fichais. Je me suis tourné vers mes parents. Vous avez emprunté de la confiance et l'avez transformée en vol. J'ai tout gelé, j'ai annulé ce que j'ai pu, mais il me manque encore $4100. Vous me les rembourserez ou j'impliquerai la justice. Cela a attiré leur attention. Ma mère a commencé à dire quelque chose de doux, comme des excuses qui n'arrivent jamais vraiment, mais je l'ai interrompu. Vous avez utilisé les noms de Steve et Donna sur les réservations. C'est de l'usurpation d'identité. Vous n'aviez pas le droit de faire tout ça. 3 jours. N'appelez pas. N'envoyez pas de texto. Payez. Et puis je suis parti. À la fin de la journée, ils avaient réussi à réunir l'argent. Oncle Mark est venu à la rescousse, bien que j'ai entendu plus tard qu'il avait fait à James une leçon qui a duré 1 heure et s'est terminée par « Tu as de la chance que je ne t'envoie pas en cure de désintoxication juste pour être aussi stupide. » Ils me l'ont viré cette nuit-là. Pas de sujet, pas de message. Très bien. J'ai marqué le fichier, remboursé, archivé le dossier et je suis allé me coucher. J'ai dormi comme une pierre. Le lendemain matin, James était devant mon immeuble. Pas de texto, pas d'avertissement, juste debout là en sweat à capuche comme s'il s'attendait à une résolution de style sitcom. Tu as ruiné le voyage pour tout le monde. Je me suis appuyé contre la balustrade. Vous ne m'avez pas invité. Vous auriez pu gérer ça différemment. Discrètement. Vous m'avez tous exclu, vous avez menti sur la raison, vous m'avez utilisé, vous vous êtes moqué de moi, puis vous avez espéré que je ne m'en apercevrais pas. Et maintenant, vous voulez quoi? De la sympathie? Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu te comportes comme si tu étais meilleur que tout le monde. Je n'ai pas répondu parce que je suis meilleur que les gens qui font ce qu'ils ont fait. Il est parti. Pas d'excuses, pas de honte, juste un regard amer. Il s'est probablement entraîné devant le miroir. Mais il avait un problème plus important à venir parce que je paye ses frais de scolarité depuis 1 an et demi. Le semestre prochain, il se débrouillera seul. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas convoqué de réunion de famille. Je suis juste allé sur le portail de l'université, j'ai ouvert la section financière et j'ai retiré ma carte du plan de scolarité de James. J'ai désactivé le paiement automatique. J'ai fermé l'onglet. Il a probablement pensé que j'avais oublié. La date limite est passée discrètement.
Une semaine plus tard, le système a signalé son solde impayé. 6042 $. Le blocage a frappé son compte. Pas d'inscription. Pas d'accès au portail étudiant. Juste un email poli. Votre inscription a été suspendue en raison du non-paiement. C'est alors que le silence s'est brisé. James a envoyé un texto en premier. Décontracté. Et, il y a eu un problème avec le paiement. Je pense que les frais de scolarité ne sont pas passés. Tu peux vérifier? Je l'ai laissé en lecture. Ensuite, il y a eu l'appel. Je l'ai ignoré. Puis le message vocal. Mi-inquiétude, mi-ordre. Tu peux juste t'en occuper aujourd'hui, s'il te plaît? J'ai des travaux pratiques qui commencent bientôt. Pas un seul mot sur ce qu'il avait fait. Il a juste supposé que le moteur continuerait de tourner. Puis maman a essayé. 3 messages vocaux. Le dernier durait près de 5 minutes. Il a commencé calmement, trop calmement, et s'est transformé en un monologue sinueux sur le pardon, sur le fait que les familles font des erreurs et sur le fait que je devais arrêter de laisser l'argent me définir. Cette phrase m'est restée en tête. L'argent me définit, comme si je n'avais pas passé des années à payer leur loyer quand papa était au chômage. Comme si je n'avais pas dépensé des sommes à 5 chiffres pour les frais de scolarité de James l'année dernière tout en travaillant les week-ends pour joindre les deux bouts. Ils ne semblaient pas se soucier de l'argent quand j'étais leur guichet automatique ambulant. Un jour plus tard, papa m'a envoyé un message, court, sans émotion. Je comprends. Fais ce que tu as à faire. Celui-là a atterri différemment, mais pas assez pour changer quoi que ce soit. Puis James a réessayé. Tu ne vas vraiment pas payer? J'ai répondu, correct. L'appel suivant était plein de colère. Tu es une blague, mec. Tu ruines mon avenir à cause de vacances. C'est à quel point tu es petit. Non, je te tiens pour responsable. C'est à quel point je suis fatigué. Tu ne comprends pas. J'ai besoin de ce semestre. Je suis déjà en retard. Je ne t'ai pas demandé de réserver des voyages de ski avec ma carte ou d'en parler en faisant comme si je n'existais pas. Putain, tu es amer. Tu es un voleur. Puis il y a eu le silence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'as jamais été de la famille. Tu étais un portefeuille. Tu n'aimes juste pas être vide maintenant. J'ai raccroché. 3 jours plus tard, ma tante m'a envoyé un texto, même pas une dont je suis proche. Elle a dit que je devrais avoir honte que James soit de la famille et que j'aurais dû régler ça en privé. Je n'ai pas répondu. Puis est venu un cousin, puis un autre. Quelqu'un m'a même envoyé par email un article sur les limites financières et la grâce. Il ne connaissait pas la moitié de l'histoire. Puis le dimanche est arrivé. Je me suis levé tôt et je suis allé chez mes parents. J'ai frappé une fois. Personne n'a répondu. Je ne m'y attendais pas. Les clés de rechange étaient toujours accrochées au râtelier dans le garage. Je les ai prises et je suis parti dans la Civic argentée que je leur avais donnée l'année dernière. À l'époque, j'avais 2 voitures et ils m'empruntaient toujours pour me déplacer. Je pensais faire quelque chose de gentil. Maintenant, je ne faisais que rétablir l'ordre. Cette Civic était à nouveau à moi. Je l'ai garée dans mon allée et je me suis assis pendant 1 minute. Moteur toujours en marche. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de texto. Je suppose qu'ils ont tous compris la même chose en même temps. J'en avais fini, et le gars qu'ils pensaient être juste un filet de sécurité, il était sur le point de devenir le plus gros problème qu'ils aient jamais créé. Il s'était écoulé 3 semaines depuis la bombe des frais de scolarité. Pas un mot de James. Pas de texto, pas de crise de colère. Ce silence était suspect en soi. Je supposais qu'il se démène dans les coulisses, à la recherche d'une autre aumône. Peut-être même en espérant que je cède s'il attendait assez longtemps. Mais il n'a pas attendu. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. Numéro inconnu. J'ai décroché. Bonjour, est-ce bien Oscar Palmer? Oui. Ici Jenna du service des comptes étudiants de l'université collège. Nous essayons de vous joindre concernant un solde impayé des frais de scolarité. Vous êtes inscrit ici comme garant financier du compte de James Palmer. Mon estomac s'est noué. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais accepté ça. Elle a fait une pause.
Nous avons un formulaire signé avec votre nom et votre signature. Je lui ai demandé de me l'envoyer par email. Elle l'a fait. J'ai ouvert le PDF et il était là. Mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone et, pire encore, une signature falsifiée qui ressemblait presque, mais pas tout à fait, à la mienne. La case cochée à côté de « assume la responsabilité financière en cas de non-paiement ». Ça a frappé plus fort que n'importe quelle insulte ne l'avait jamais fait. J'ai eu froid. James n'avait pas seulement profité de moi. Il avait falsifié des documents juridiques pour le faire. Je l'ai rappelé immédiatement et j'ai déposé une plainte pour fraude. J'ai envoyé ma pièce d'identité, des échantillons de signatures réelles, des captures d'écran de messages avec James. Elle a dit que l'affaire ferait l'objet d'une enquête, mais qu'en attendant, j'étais considéré comme responsable. Si ce n'était pas réglé, la dette affecterait mon crédit. C'était au-delà de la trahison. C'était la guerre. Je n'ai pas appelé James. Pas encore. J'avais besoin de quelqu'un qui comprendrait le poids de ce qui venait de se passer. Alors, ce week-end-là, je suis allé chez mon grand-père. Il a toujours été différent, plus éloigné du chaos du reste de la famille. Pas de faux sourires, pas de culpabilisation, juste un jugement silencieux et une mémoire solide. J'ai apporté le document falsifié avec moi, je me suis assis en face de lui à sa petite table de cuisine et je l'ai exposé sans aucun dramatisme. Il l'a lu lentement, puis m'a regardé et m'a posé une seule question. « L'as-tu déjà signalé ? » « Ouais. » Il a hoché la tête une fois, puis s'est levé, est allé dans la pièce du fond et est revenu avec un petit coffre-fort. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il l'a déverrouillé, en a sorti un acte plié et me l'a tendu. C'était pour le chalet familial au bord du lac, celui où je ne suis pas retourné depuis que j'ai 13 ans. Je te le donne, a-t-il dit. Personne d'autre ne le mérite. J'appellerai mon avocat lundi. Je suis resté assis là à tenir l'acte, ne sachant pas comment réagir. Il n'avait jamais donné à personne dans notre famille quelque chose comme ça auparavant. Puis il a ajouté, j'ai toujours su que tu étais le seul à grandir. Sur le chemin du retour, James a finalement brisé le silence. J'ai vu son nom clignoter sur mon écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu, j'ai besoin que tu arrêtes. Je sais que tu as dit à l'école. Tu as falsifié ma signature. Je n'avais pas le choix, mec. Je pensais que tu serais cool à ce sujet comme toujours. Cool à propos de la fraude ? C'est $6 000. Tu aurais pu juste payer. J'aurais pu, mais tu t'es assuré que je n'en aurais pas envie. Il y a eu une pause. Puis il a changé de vitesse. Je vais me faire virer. Je ne peux pas m'inscrire. Il menace de recouvrer les créances. Tu vas sérieusement me laisser tomber comme ça ? Oui. Tu es sans cœur. Non. Je suis juste enfin fatigué d'être ta police d'assurance. Il a raccroché. Cette fois, pas d'insulte dramatique, pas de culpabilisation, juste le silence. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Son message a commencé doucement. Je sais que les choses vont mal entre toi et James, mais nous n'arrivons vraiment pas à croire que tu laisses ça tout détruire. Puis c'est devenu amer. Tu agis comme si nous étions des étrangers. Non, je pensais que tu avais fait de moi un étranger le moment où tu as réservé des vols pour la Suisse avec ma carte et que tu as légendé, juste les proches points. Puis un cousin m'a envoyé un message, un à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an. Il a dit que j'étais en train de devenir une vraie déception. Il a dit que j'étais généreux avant. Il a dit que je changeais. Peut-être que oui. Le lendemain, je suis allé chez mes parents, je suis entré par la porte latérale du garage et j'ai attrapé la clé de la Civic sur le crochet. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai juste ramené la voiture à la maison. Cette voiture était de toute façon à mon nom sur la carte grise. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a rien dit. Je suppose qu'ils ont tous réalisé la même chose au même moment. J'en avais fini, et le gars qu'ils pensaient être juste un filet de sécurité, il était sur le point de devenir le plus gros problème qu'ils aient jamais créé. À la fin du mois, James était officiellement dehors. Pas de cours, pas de réinscription, pas de plan de secours. J'ai confirmé moi-même en me connectant à l'annuaire public de l'université. Son nom avait disparu. Il avait disparu du système. Je suppose qu'il pensait que quelqu'un allait intervenir à la dernière seconde. Peut-être mes parents, peut-être un autre cousin, mais personne ne l'a fait. Pas cette fois.
Je m'attendais à plus de drames, plus de messages, plus de rage, mais tout est devenu étrangement silencieux. Puis, lentement, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Les gens ont commencé à changer de camp. Pas tout le monde. Ma mère était toujours furieuse. Elle m'a envoyé des textos froids et coupants sur la façon dont elle était déçue, sur le fait que j'aurais dû gérer les choses en interne, comme s'il s'agissait d'un conflit de bureau. Mais le ton était différent maintenant, moins de puissance derrière lui, moins de contrôle. Mais des cousins, des tantes, même des amis de la famille, des gens que je pensais être entièrement acquis à l'idée que j'avais abandonné ma famille ont commencé à me contacter, au début juste pour me demander ce qui s'était vraiment passé. Puis ils ont commencé à me dire des choses que je n'avais jamais sues. Un cousin a dit que ma mère avait déjà commencé à demander à son mari s'il pouvait co-signer un petit prêt pour la situation éducative de James. Un autre a dit, mes parents ont évoqué l'idée de refinancer la maison, me reprochant de les avoir mis dans une situation difficile. Et puis, plus surprenant encore, un des propres amis de James m'a envoyé un DM sur Instagram. Je voulais juste te dire, je comprends pourquoi tu l'as coupé. Il nous a raconté ce qui s'est passé, a beaucoup omis, mais on a compris. Tu n'es pas le méchant, mec. Honnêtement, on est tous un peu impressionnés. C'était surréaliste. Et puis est venu l'appel de l'avocat de mon grand-père. Le transfert du chalet au bord du lac était finalisé, mais il a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Votre grand-père a mis à jour son testament la semaine dernière. Il a dit qu'il avait retiré vos parents et James en tant que bénéficiaires. Il a dit qu'il ne leur faisait plus confiance. Il vous a nommé seul héritier de son côté. Je n'avais rien demandé de tout ça. Je n'ai jamais voulu être au centre d'un drame successoral. Mais apparemment, mon grand-père en avait assez vu. Il avait tout regardé se dérouler tranquillement comme il le faisait toujours et avait tiré ses propres conclusions. Ce même week-end, j'ai décidé d'aller voir le chalet juste pour le voir. C'était calme, isolé et un peu rustique, mais il se sentait intact, comme un endroit où les gens ne criaient pas, ne mentaient pas ou ne volaient pas de cartes de crédit. Je me suis assis sur le porche arrière pendant plus d'une heure, à regarder le lac. Je n'avais pas ressenti ce genre de calme depuis des années. Quand je suis rentré, mon père m'attendait devant mon appartement. Pas de texto, pas d'avertissement, juste appuyé sur la balustrade près des escaliers. Je voulais juste parler, dit-il. Pas pour arranger quoi que ce soit, juste pour être honnête. Je l'ai laissé parler. Il a admis qu'ils avaient dépassé les bornes. Qu'ils avaient trop compté sur moi, s'attendaient à trop, qu'ils avaient permis à James de croire qu'il avait droit à tout et qu'il n'était responsable de rien. Que même s'il n'était pas d'accord avec la façon dont j'avais géré ça au début, il le voyait maintenant. Tu as eu raison de fixer des limites, dit-il. Puis il a tendu la main. Je ne m'y attendais pas, mais je l'ai serré. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un message de James. Tout ce que tu avais à faire, c'était t'aider comme avant. Tu as tout détruit. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Puis j'ai archivé le fil et je suis passé à autre chose parce que maintenant tout le monde comprenait enfin quelque chose que je savais depuis longtemps. Je n'étais pas le problème. J'étais juste le seul prêt à cesser d'en faire partie. Au moment où le printemps est arrivé, je n'avais plus entendu parler de James depuis presque un mois. Le silence n'était plus bruyant. Il était attendu. Je n'avais aucune idée d'où il vivait, comment il survivait ou s'il avait enfin trouvé un emploi qui collait. Une partie de moi voulait demander juste par curiosité, mais la curiosité est ce qui m'a brûlé en premier lieu. Puis, un après-midi, un message est arrivé. Il était court, hésitant. C'est James. On peut parler? Ma première pensée, pourquoi maintenant? Mais j'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés au fond d'un café bon marché près du collège communautaire qu'il avait l'habitude de se moquer. Il avait l'air plus mince, plus vieux, comme quelqu'un qui avait dû grandir rapidement sous des lumières fluorescentes et un mauvais sommeil. Il ne s'est pas mis sur son 31 pour les excuses. Ça l'a rendu plus crédible. Il a commencé par ce à quoi je m'attendais. Il a dit qu'il savait qu'il était allé trop loin. Qu'il ne comprenait pas ce que je portais jusqu'à ce que tout retombe sur lui. Qu'il avait trouvé des excuses pendant des années parce que c'était plus facile que de changer. Mais ensuite, il a dit quelque chose de différent. Je n'ai pas seulement foutu en l'air ton argent. J'ai foutu en l'air la façon dont tu nous voyais tous. Je pense que c'est ce que je regrette le plus. J'ai laissé ça s'installer pendant une seconde. Je ne te hais pas, ai-je dit,
mais je ne te fais pas confiance non plus. Il a hoché la tête. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je le fasse. Puis il a offert quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas, je veux te rembourser. J'ai en fait ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que ça sonnait impossible. Il n'a pas sourcillé. Petit à petit, même si ça prend des années. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste levé, j'ai hoché la tête et je suis sorti. Je ne lui ai pas dit de rester en contact. Je n'ai pas offert de l'aider à démarrer. Je ne l'ai pas embrassé, je ne l'ai pas pardonné et je n'ai pas fait de grandes scènes. Je l'ai juste laissé là où c'était. Certaines dettes ne concernent pas l'argent. Et une certaine paix ne vient pas du fait de réparer les choses. Elle vient du fait de les laisser briser et de choisir d'avancer quand même. Ce week-end-là, je suis retourné au chalet. L'air était encore froid, le lac à moitié gelé, mais j'ai ouvert toutes les fenêtres quand même. J'ai tout aéré. J'ai fait un feu, j'ai bu du café sur le porche et je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. C'était la première fois que je réalisais que je n'avais pas l'impression de protéger ma paix. J'étais juste en train de la vivre. Le cousin qui m'avait traité de froid a envoyé un texto de nouveau quelques jours plus tard. Il a demandé comment j'allais, il a dit qu'il admirait comment j'avais géré tout ça. Il a dit que ça lui avait fait repenser à quel point il avait laissé les gens l'utiliser aussi. Les gens ont remarqué, ils regardaient. Il s'avère que se défendre rend aussi beaucoup des silencieux plus courageux. Même ceux qui n'ont jamais dit un mot quand on se faisait démolir. 2 semaines plus tard, je suis allé voir mon grand-père de nouveau. Nous n'avons pas parlé de James ou de mes parents ou de quoi que ce soit de dramatique. Juste assis sur son porche à regarder les oiseaux se battre pour des croûtes de pain comme si c'était une question de vie ou de mort. Puis il s'est tourné vers moi et a dit, « Je pensais que tu deviendrais amer à cause de tout ça. » Je le pensais aussi, ai-je dit. Mais tu ne le es pas devenu. Tu es juste devenu plus fort. C'était tout. Pas de long discours, pas de dernière leçon parce que j'avais déjà ce dont j'avais besoin. L'argent n'avait plus d'importance. Les frais de scolarité, le voyage, les fausses signatures, la trahison. Tout est devenu un bruit de fond. Parce que la chose la plus importante que j'ai retirée de tout ça, ce n'était pas le chalet au bord du lac. C'était la preuve que je n'avais jamais eu besoin d'aucun d'eux pour être entier. Et au moment où j'ai arrêté de les laisser me ronger, je suis devenu quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais briser. Ça fait 1 an depuis la Suisse, depuis le texto qui a allumé la mèche, depuis que j'ai retiré chaque dollar, fermé chaque robinet et laissé le pont se brûler de lui-même. James ne m'a jamais remboursé. Pas un centime. Mais il n'en a jamais demandé un autre non plus. Il travaille à plein temps maintenant. La dernière fois que j'en ai entendu parler, des quarts de travail dans un entrepôt, quelque chose avec des heures de nuit. Pas glamour, pas ce qu'il avait prévu, mais honnête et calme. Mes parents ne se sont toujours pas excusés. Pas vraiment. Il tourne autour du pot, demande comment je vais, envoie une carte d'anniversaire sans la signer. Comme si de petits gestes pouvaient réparer quelque chose de profond et de brisé. Je ne cours pas après. Je ne l'ignore pas. Je laisse juste les choses être. La famille parle de moi différemment maintenant. Moins comme si j'étais froid, plus comme si j'avais fait ce qu'ils auraient aimé avoir le courage de faire. Les limites sont contagieuses, il s'avère. Depuis, 2 cousins ont cessé de prêter de l'argent à leurs parents. Un autre a carrément quitté un groupe de discussion familiale toxique.